Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va laisser quelques minutes, le temps que tout le monde rejoigne le webinar avant de commencer. J'espère que vous passez une bonne après-midi, que vous êtes bien installés pour ce webinaire Ninja One. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si on nous entend déjà, mais salutations à toutes et tous. Oui, on vous entend, on vous entend bien et les personnes peuvent également parler dans le chat. Donc tout marche bien, c'est une bonne nouvelle. Et faites Allez, on un va petit commencer. coucou dans le chat. Oui, on voit des noms qu'on connaît, on voit qu'il y a des habitués à tous les webinaires, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. On est content d'alimenter cette communauté française chez Ninja One. Allez, on va commencer. Je vois le nombre augmenter rapidement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Ninja One consacré aux meilleures solutions pour optimiser votre cybersécurité. Je m'appelle Morgan. Je suis coordinateur marketing chez Ninja One pour le marché français. Alors, cette heure qu'on va passer ensemble, elle est vraiment pensée comme une discussion sur la cybersécurité, sur les différentes menaces qui peuvent impacter vos environnements informatiques. On sera ravis d'entendre vos challenges, vos conseils dans les commentaires pour alimenter notre discussion. Si vous avez des questions un peu techniques, je vous encourage vraiment à utiliser la fonction Q&A de Zoom pour vous poser nos questions, enfin pour vous poser vos questions. On pourra comme ça en louper aucune. Alors pour information, ce webinaire il sera enregistré et on vous enverra la vidéo de rediffusion du coup dans les prochains jours. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter l'agenda et les intervenants du jour. Alors, le premier, York, qui est Product Marketing Manager chez Ninja One. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Vous le connaissez déjà toutes et tous. Alors, il va commencer ce webinaire en rappelant un peu le contexte des menaces et comment Ninja One se place un peu dans ce contexte. Ensuite, présent également côté de Ninja One, Mustapha, qui est Senior Solutions Engineer chez Ninja One. Alors, ce sera un peu notre expert du jour. Il va présenter un peu comment les solutions de Ninja One s'intègrent avec celles de Sentinel One notamment pour avoir une protection complète de votre environnement informatique. Et enfin, si je peux dire le meilleur pour la fin, C'est gentil. euh, on, on a le plaisir on aura le plaisir d'entendre Damien Bancal, alors qui est à la fois journaliste, expert en cyberintelligence, blogueur, chroniqueur télé, il a beaucoup de casquettes. Merci Damien d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merci, oui, bah déjà merci de m'avoir invité, ça fait plaisir et ça va permettre de partager avec des professionnels sur un sujet qui n'est pas toujours très simple, surtout on va aller gratter nous du côté de certains pirates, dont Logbit. Alors moi je suis Damien Bancal, je suis un vrai senior, hein. Moi j'ai 52 ans, enfin je débute dans la seniorisation. Je suis donc effectivement blogueur, j'ai un blog qui s'appelle zatas.com qui va fêter ses 30 ans là sur les internets d'ici le mois de juin de cette année. Je suis effectivement journaliste, je travaille pour différentes chaînes de télévision, radio et presse écrite. Et je travaille sur les questions de lutte contre le cybercrime. Eh bien, c'est simple, hein, ça va bientôt faire 37 ans. Super, joyeux anniversaire du coup C'est au gentil pour blog. lui. Alors j'ai mis les petits QR codes si vous voulez suivre Damien ou nous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. N'hésitez pas à les scanner. Du coup, avant de passer la main à York, je vous rappelle, moi je vous retrouve à la fin du webinaire. Pour le moment, je pense que vous attendez toutes et tous. Alors notre fameuse roue de la chance Ninja One. Alors le principe il est simple, on a une grande roue avec tous les noms des personnes qui sont inscrites au webinaire. On la fait tourner et on tire au sort deux personnes qui seront présentes sur le live à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin du live pour remporter deux cartes cadeaux de 100 euros chacune. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Je vais passer la main à York et du coup, je vous retrouve à la fin. À toi, York. Oui, merci beaucoup Morgan pour cette introduction. Voilà, donc tout d'abord, je suis super content qu'on a un invité aujourd'hui, Damien, voilà, qui est un grand expert et je pense il pourra nous donner plein d'informations super intéressantes. Mais avant de parler de la cybersécurité, je voudrais commencer par un résumé rapide de Ninja One, juste qui nous sommes. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas ou peu Ninja One à l'heure actuelle. Et donc Ninja One en quelques chiffres. Donc nous sommes une plateforme de gestion de parc informatique qui a été créée en 2013 et le produit est sur le marché depuis 2015. Et on a vu une croissance exponentielle, on peut dire, presque, sur les dernières années. Et aujourd'hui, on est plus que 17 000 clients au monde entier.
Et on a une partie significative de notre chiffre d'affaires qui vient de l'Europe, donc ça fait plaisir. Et donc ça fait aussi qu'on a de l'influence sur la roadmap de Ninja One. Et voilà, on est très fiers de notre support aussi. On a un support excellent, technique et commercial, direct en fait, et sans intermédiaire sur le marché français. Donc il y a une équipe francophone basée à Berlin pour nos clients français. Voilà, donc comme Morgan a déjà dit, moi je voudrais faire une petite introduction juste dans le sujet et avant de passer la parole à Damien. Euh, donc on commence avec quelques stats. Ici sur la droite, on voit la répartition des menaces. Et ça, c'est des données sur toute l'Union européenne. Donc ces données viennent de l'ENISA, donc c'est l'agence de cybersécurité de l'Union européenne. Et on y voit les menaces principales et les résultats ne sont pas une surprise pour la plupart, je pense. Donc la plus grosse menace est toujours le ransomware. Et sur la deuxième place, on a les attaques DDoS et sur la troisième, le vol de données, l'exfiltration de données. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le ransomware et aussi sur le vol de données. Et donc, on ne va pas trop discuter les attaques DDoS. Et voilà. Et une autre tendance très forte qu'on peut observer aujourd'hui, c'est la professionnalisation des acteurs dans le ransomware. Donc, ils opèrent vraiment comme des entreprises et ils sont motivés surtout par l'argent, pas trop par l'idéologie. Donc ça, c'est plutôt les gens qui attaquent avec des DDoS, je pense. Mais et une autre tendance est clairement l'exfiltration de données. Et donc ça, c'est des choses, on en parlera plus en détail avec Damien dans la suite. Et voilà. Et surtout, voilà, le vol de données, donc ça, c'est aussi un moyen de monitariser les attaques si, par exemple, les victimes, pardon, refusent de payer un rançon. Donc là, c'est pour ça, évidemment, que c'est super important. Comment est la situation en France? Donc là, j'ai regardé quelques chiffres aussi. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, les pirates informatiques sont surtout motivés par l'argent. Donc c'est une société, c'est comme une société. Donc ils veulent maximiser leurs gains. Donc ils attaquent qui? Ils attaquent surtout des cibles où ils pensent que la protection est moins forte. Et par exemple, l'agence de cybersécurité française ANSSI, euh, voilà, a analysé les attaques enregistrées en 2023 et 34% des attaques de ransomware concernaient les TPE, les PME et les ETI. Donc ça veut dire les sociétés de 250 à 5000 employés. Sur la deuxième place, on a les collectivités territoriales locales, donc aussi des cibles typiques. Et sur la troisième place, les établissements de santé, par exemple. Et un autre rapport super intéressant pour ceux qui suivent ce sujet, ça vient de Sophos. Bon, ils font tous les ans une enquête parmi 5000 ETI. Et par exemple, en 2023, la France a été, donc selon ce rapport de Sophos, a été le pays le plus concerné. 74% des répondants de cette enquête ont été touchés par du ransomware en France. Et c'était quoi les attaques? Qu'est-ce qu'ils exploitaient typiquement? Donc c'était des vulnérabilités dans les logiciels, des informations d'identification volées ou des emails malveillants. Et une chose qui m'a frappé aussi, c'était 57% des sauvegardes ont été compromises par les attaquants. Ça veut dire qu'après l'encryptage, bon, il n'y avait pas de sauvegarde. Donc ça, c'est pas très pratique. Voilà. Donc, un bon argument encore pourquoi c'est
intéressant d'avoir une troisième ou une troisième sauvegarde dans le cloud, justement pour éviter ce type de situation. Et voilà, quel groupe domine, quel acteur domine dans ce monde? Donc c'est Logbit. Et voilà, Damien, je sais que tu aimes fréquenter des gens un peu bizarres, un peu suspects. C'est Donc ça. voilà, je te laisse la parole. Voilà. Alors, York ne fait pas partie des gens suspects, je vous le dis tout de suite, hein. Mais en tout cas, son introduction était très intéressante parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. L'idée, c'est de vous faire comprendre que clairement, on a affaire aujourd'hui à une vraie professionnalisation de ces cybercriminels. Et justement, on parlait de ransomware et tes chiffres étaient vraiment très intéressants, York, parce que ça montre que, voilà, on n'est aujourd'hui plus avec cette fameuse image d'Épinal du pirate informatique dans son grenier ou dans sa cave, où vous voulez, avec son petit bonnet, sa petite capuche. Non, non, on est vraiment dans une industrialisation du cybercrime, de la criminalité. Moi, j'appelle même ça en plus, et j'ai rajouté ce terme que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années, ils sont plus clairement dans le marketing de la malveillance. Et parmi, pardon du terme, de ces pirates informatiques leaders du marché, parce qu'il faut vraiment parler comme une entreprise, eh bien, c'est le groupe Logbit. Et on va raconter un petit peu l'histoire de ce pirate informatique et de sa bande, clairement pour vous faire comprendre que là, on a clairement affaire à une population qui n'a peur de rien. Et ça, c'est là où ça devient vraiment inquiétant. Alors Logbit, number one, il est apparu, eh bien c'est simple, le dimanche 1er septembre 2019, je vous ai même mis l'heure, 14h34. Voilà, ça ce sont les premières victimes de Logbit avec le tout premier site que vous avez là à droite de Logbit qui déjà à l'époque eh bien, avait cette espèce de blog dans lequel il mettait ses victimes. Il affichait les noms déjà, il expliquait que les liens étaient soit pris en otage, ou en tout cas il fallait payer pour les récupérer. On était, entre guillemets, dans un apprentissage des anciens. Alors quand je parle des anciens, Logbit n'est pas nouveau sur le marché. Moi, ça va bientôt faire quelques décennies que je travaille sur ce sujet. Il y a 20 ans, il y avait un groupe qui s'appelait Rex Mundi qui avait exactement la même méthode, prise d'otage de fichiers, de bases de données, et ça contactait les entreprises et ça demandait de l'argent. Logbit n'a fait que suivre eh bien, ce que je vais appeler, moi, les grands-pères du ransomware. On va prendre par exemple Sodenicobi, qui est un groupe de pirates russophones. Et comment on le sait? Parce qu'on en est certain. Aujourd'hui, ils sont devant le tribunal militaire de Moscou, où ils sont en train de se faire juger. Et pourquoi un tribunal militaire? Parce que l'un des membres de Sidonikobi eh bien, était un militaire au moment des faits. Alors, juste pour la petite information, ils ont été arrêtés à l'époque grâce à l'aide du FBI. On voit malheureusement les problématiques politiques et guerrières du moment, et donc du coup, les collaborations qui sont déterminante dans ce genre de stoppage de pirates informatiques aujourd'hui est clairement freinée. Toujours est-il que Logbit s'est aussi clairement inspiré de Mazy, Maze, qui a été clairement le vrai instigateur de cette nouvelle mode des ransomware, avec clairement un service marketing. C'est pour ça que je l'appelle le marketing de la malveillance, avec des blogs, avec un service après-vente, avec un logo, avec une marque, et surtout un process qui aujourd'hui, malheureusement, n'a plus besoin de faire ses preuves. Il est là le gros problème. Alors, Logbit, ça a été Logbit 1 et Logbit 2 et Logbit 3 et Logbit Black et excusez-moi, c'est le pollen. Voilà, ils se sont adaptés. Ils ont évolué avec le temps, avec les entreprises, avec les autorités qui leur courent après de manière assez quand même efficace, mais c'est toujours le jeu du chat et de la souris, donc où là vous avez les différentes méthodes que Logbit a commencé à employer d'abord avec des petits fichiers texte, et puis ensuite clairement avec des fonds d'écran, et puis clairement ensuite avec du blog, avec des éléments qui ont fait que clairement il est devenu malheureusement le numéro un dans ce petit monde. Alors, ce qui est fou avec Logbit, et c'est pour ça que c'était intéressant ce que disait York, ben, il est très simple à contacter. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je peux le contacter par différentes méthodes que lui décide, que lui a mis en place, et c'est pas compliqué de lui poser des questions. Alors, comme je le dis souvent, il répond ou il répond pas. Il peut être grossier, comme il peut complètement être euh, expansif dans ses informations, dans ce qu'il peut fournir. Alors, par exemple, quand il y a eu des arrestations, et on va en parler dans un instant, il y a eu plusieurs vagues d'arrestations dans l'univers Logbit, eh bien, à chaque fois, il répondait. À chaque fois, il disait, oh, bah, celui qui a été arrêté, c'était l'un de mes membres, mais bon, bah, voilà, il n'a pas été prudent. Ou alors lui est un alcoolique, ou alors lui, il a cru qu'il était intouchable. Donc à chaque fois, il explique. À chaque fois, voilà,
Il se répand, alors il est égocentrique à un niveau XXL, ça vous l'aurez bien compris aussi, mais il a clairement pas peur. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que je me demande quand même si Logbit n'est pas plutôt une entité. Oh, je ne sais pas, moi, comme par exemple un bureau de militaire ou un bureau d'un service de renseignement, et donc du coup, Logbit ne serait pas qu'une seule personne, mais une vraie bande qui après a pour mission de commander des petits soldats, des petits lieutenants, et on va en parler dans un instant. Alors, comme je vous le montre, là, les captures écrans, c'est des captures écrans de Zataz, il communique, il cause. On le trouvait sur certains forums dans lesquels il a été banni pour différentes raisons et souvent égocentriques. Mais il parle de ses partenaires, il explique même que dans certains cas, il est au courant qu'il va y avoir une opération contre certains de ses partenaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'exemple de la belle action des autorités canadiennes et françaises, avec la gendarmerie nationale par exemple, très étonnant, il en a parlé au moment de l'opération. Comment a-t-il su? Comment a-t-il eu des informations? Il semblait être en tout cas au courant. Alors il faut savoir que nos autorités, on est clairement aux Jeux Olympiques là, hein. C'est à celui qui courira le plus vite et celui qui réussira à faire rater une haie à son adversaire, qu'il soit autorité ou Logbit. Alors, mai 2023, le FBI annonce que le petit Michael Pavlich, eh bien, il va falloir qu'il se cache beaucoup mieux parce qu'il y a des photos pour lui, il y a des éléments loin d'être négligeables et surtout, il y a une mise à prix de 10 millions de dollars pour permettre de connaître et d'avoir des informations sur lui. Pour l'arrêter, bien sûr, ce qui va être quand même assez compliqué, je ne vous le cache pas. Toujours est-il qu'à cette époque, eh bien, lui fait son malin. Parce qu'ils adorent faire les malins chez Logbit, hein. Un exemple très concret, c'est qu'une fois qu'il a découvert que le FBI lui avait mis 10 millions sur sa tête, qu'a-t-il fait? Il a lancé une mode, il a créé des t-shirts qu'il a proposé à la commercialisation, avec de chaque côté les groupes pour qui il travaillait. Donc il y avait un groupe que je ne citerai pas là, et de l'autre côté il y avait Logbit. Voilà, je vends des t-shirts, qui en veut? Voilà, ça vous montre cet état d'esprit de ces pirates informatiques qui clairement sont des trolls, sont clairement des gens agressifs numériquement parlant, qui n'ont strictement aucune foi ni loi, sauf celle de l'argent. Alors, bien sûr, les autorités ont fait de très très beaucoup. L'opération Chronos, qui a continué en février 2024, toujours avec les autorités françaises, mais aussi canadiennes, américaines, ukrainiennes, australiennes, bref, un nombre de pays sur les épaules et au-dessus de la tête de Logbit, loin d'être négligeable. Là, ce que je vous montre, c'est la capture écran que les autorités ont fait et ont proposé, ont mis en ligne. Ce sont 193 affiliés de Logbit. Parce que pour ceux qui en ont entendu parler, qui ne connaissent pas obligatoirement leur fonctionnement, eh bien vous avez le grand chef, Logbit Sup. Et lui, il a des affiliés, des petits soldats. Et les autorités prouvaient, avec les documents qu'ils avaient réussi à exfiltrer lors de l'opération Chronos de février 2024, eh bien qu'il y avait au moins 193 affiliés qui travaillaient pour Logbit. Alors, la capture écran que vous voyez là-haut, c'est une capture écran de Zataz, où Logbit dit très clairement, bon, bah ok, effectivement, j'ai été pawné, j'ai été infiltré. Je vous explique comment. Et il a donné la faille qu'il avait oublié de patcher. Ça vous donne en plus l'état d'esprit. Il est tellement sûr de lui que lui qui s'intéresse à comment pouvoir infiltrer des entreprises pour les faire chanter, avait oublié de patcher, eh bien, son PHP, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ce qui a quand même permis aux autorités d'avoir énormément d'informations et de le perturber. C'est là où on peut quand même se dire que c'est inquiétant par son infrastructure, par les moyens très certainement qu'il a en place. C'est qu'en 5 jours, il avait remis l'intégralité de son système en place avec les affiliés, avec les attaques, avec tout ce qui va autour. Là, on se dit, ça va quand même très très loin. Alors ça, c'est l'image que les autorités avaient diffusée. Ils avaient saisi certains des blogs de Logbit et ils avaient créé un Logbit Seize, un Logbit saisi avec les autorités qui expliquaient qui, quoi, comment, où, ce qu'ils avaient réussi à faire, ce qu'ils avaient aujourd'hui en main, ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et à cette époque-là, février 2024, ils avaient dit, on arrive, on va vous afficher qui est le grand patron de Logbit, Logbit Sup, qui, pour information, continue à être joignable aujourd'hui où je vous parle par différents moyens de communication qu'il utilise ou qu'il met même en libération, là, comme ça, hein, sur les internets ou dans le dark web. Alors toujours, cette opération Chronos, là, il y a quelques jours, mai 2024, eh bien, les autorités américaines font un reward, vous savez, le fameux wanted, en disant, ben voilà, on vous propose 10 millions de dollars si vous nous fournissez l'intégralité des informations sur LogbitSup, ce qui semble être le big boss de Logbit, avec 2 photos, avec des informations. Ok, ça c'est plutôt intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller le chercher.
Mais potentiellement, on peut montrer à la mafia locale qui il est, vu qu'il a de l'argent. Oui, parce que l'information qui a été sortie par les autorités, c'est que Lockbit Sup aurait gagné au moins 100 millions de dollars son chiffre d'affaires de cybermalveillance. Mais je vous rappelle que Lockbit Sup toucherait façon de parler, hein, toucherait au moins 20% de l'intégralité de la somme que ses affiliés réussissent à exfiltrer d'entreprises. Donc si Lockbit Sup a touché 100 millions, ça veut dire que toute l'intégralité de cette malheureusement grande famille est à plus de 500 millions d'argent volé, détourné, en tout cas rançonné à des entreprises qui se sont fait piéger. Alors ça, ce sont les chiffres de Lockbit 3, le fameux Lockbit, en tout cas nouvelle génération. Chaque génération correspond à une attaque des autorités, hein, vous l'aurez bien compris. Eh bien, depuis le 1er janvier 2024, Lockbit est déjà à 402 victimes. Play, qui est le numéro 2 de ce top, on va l'appeler comme ça, de pirates informatiques spécialisés dans le rançonnage, sont à 125 victimes. Je vous ai fait les totaux des 30 autres groupes actifs, vraiment actifs. J'entends par là qu'ils ont au moins une action malveillante visible par semaine. On est à 1467 victimes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lockbit a 20% des cyberattaques référencées depuis le 1er janvier 2024, avec toutes les choses qui lui sont pourtant tombées sur la tête. Ça vous montre un niveau de malveillance, de dangerosité, de maîtrise industrielle de ces attaques qui est loin d'être négligeable. Alors ça, c'est l'une de ses pages, parce qu'il a de nombreux blogs, il a mis de nombreuses choses en place, justement, pour expliquer qu'il est le plus fort. Alors là, ce que je vous montre là, c'est ce qu'il a diffusé, en disant, mais le gars, là, que le FBI a diffusé avec la photo, c'est pas moi. C'est pas moi. Je m'excuse auprès de ce jeune homme. Je lui offrirai même un petit chat pour qu'il puisse se détendre de tout ce stress. Alors, comme je vous le disais, Lockbit Sup ment, il ne fait pas semblant. En tout cas, il est très fanfaron. C'est peut-être un moyen. Je crois qu'il l'a fait aussi avec Troy Hunt. C'est peut-être un moyen aussi pour lui de d'espérer peut-être faire croire à ceux qui savent qu'il n'est pas l'individu affiché. Toujours est-il que si c'est lui, il doit quand même s'inquiéter de la mafia locale. Si c'est pas lui, il doit quand même s'en inquiéter, mais aussi potentiellement la personne qui a été affichée. Mais je doute quand même que nos autorités lancent des photos et des identités comme ça totalement au hasard. Alors, Logbit, le problème, c'est que c'est une... Ah, on pourrait dire c'est une espèce d'armée technologique, on l'a vu avec les affiliés, mais aussi avec des outils qu'il a mis en place. Là, c'est une capture écran, je vous ai fait le 14 mai. Ben, c'est simple, il a un moteur de recherche dans lequel vous pouvez trouver n'importe quelle des entreprises qui ont déjà été exfiltrées, leurs informations exfiltrées, et que vous pouvez récupérer via un moteur de recherche qu'il a créé. Alors ça, c'est le nombre d'outils qu'il met en place. Des serveurs de backup, il en a 24. Ça veut dire qu'il y a 24 espaces quelque part dans le monde qui permettent de récupérer les informations qu'ils ont diffusées, lui et ses affiliés. Il y a 7 chats, ce qu'on va appeler des chats de communication entre les entreprises, les victimes et lui et ses affiliés. Il a des blogs. Alors là, il y en a un petit peu moins, mais il a toujours 7 blogs miroirs, dont certains qu'il n'affiche pas dans les 7 qui sont présents. Donc ça veut dire qu'il en a un tout petit peu plus, qui lui permettent de pouvoir répondre à n'importe quelle sollicitation diverses et variées. D'abord des entreprises qu'il menace, mais aussi des gens qui sont en contact avec lui. Et le plus inquiétant pour moi, je vais être très honnête avec vous, c'est tous ces pirates sensus. On en parlera dans la deuxième partie avec la fuite de données, mais tout ce qui diffuse, vous avez un nombre de pirates sensus qui viennent se servir et qui vont orchestrer, malheureusement, parallèlement, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, 6 mois, un an, des attaques à partir des données qui ont été diffusées. La petite fenêtre qui s'est affichée en bas à droite, c'est un outil qu'il propose, FieldShare, c'est un logiciel qui permet d'envoyer des logiciels, des fichiers, ce que vous souhaitez, avec une autodestruction, avec un mot de passe, avec du chiffrement. Même principe pour le PrivaNote, le PriveNote qu'il a mis en place, où vous pouvez écrire et ça s'autodétruit à la lecture, ça s'autodétruit à une certaine période, etc., etc. Bref, un nombre d'outils complètement fou. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, Logbit, ok, c'est tous les autres. Parce que Logbit est la partie la plus visible d'un iceberg dont on ne connaît même pas la profondeur de la glace au fond de l'océan. Et des équipes, comme je vous l'ai montré là, il y en a énormément. Je vous ai cité que les 30 plus actifs. Moi, il faut savoir que depuis que je travaille sur ce sujet des maîtres chanteurs, entre autres dans la cybercriminalité, je suis à plus de 1700 groupes. Et là, on peut se dire que si on ne prend pas garde à ces sauvegardes, si on ne fait pas appel à des professionnels de la cybersécurité, dites-vous que malheureusement, il y a des vrais professionnels de la cybercriminalité. York, je te laisse la main.
Merci beaucoup, Damien, pour cette première partie super intéressante. Bon, moi, je me suis dit, voilà, les gens normaux, entre guillemets, voilà, boivent des coups après le travail le vendredi soir avec des collègues peut-être, et toi, tu es en train de chatter avec des, avec des pirates à Moscou. Oh, c'est bien ça. Non, 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 il faut être Euh, très honnête, je crains plus ma femme que les pirates, donc j'arrête aussi, hein. Non, je rigole. Voilà. Ok, donc là, c'était juste un petit slide pour passer par la chronologie d'une attaque ransomware comme transition à la deuxième partie de Damien. Donc là, notamment, ce qui est intéressant, c'est que entre le jour comment on dit ça, où les attaquants entrent dans les réseaux et la découverte passe en moyenne 200 jours. C'est pas le cas dans toutes les attaques, évidemment, mais voilà, c'est la moyenne selon les études IBM qui sortent tous les ans, ou tous les 2 ans, je crois. Et voilà, donc une attaque ransomware consiste en 6 phases. Voilà, c'est l'infection initiale, c'est l'élévation des privilèges, le mouvement latéral dans le réseau, et ensuite l'exfiltration de données, et après cryptage et réponse à l'incident. Et justement, donc les 200 jours, c'est les phases 1 à 4. Et c'est surtout la phase 4 qui nous intéresse. Et voilà, vu que Damien, il est expert dans ce domaine, bon, ça nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe avec les données? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus? Hmm. Avec grand plaisir. Alors effectivement, dans les fuites de données, et c'est là où il faut vraiment s'inquiéter. Je vois souvent des communiqués de presse, je vois souvent des entreprises qui ont une très bonne communication de crise et qui vous envoient un courriel en disant, bon, effectivement, on a eu une cyberattaque. Tout va bien, on l'a bloqué. Ne vous inquiétez pas, ils ont volé, ils ont copié, ils ont exfiltré quelques données, mais il n'y a pas de données de santé, il n'y a pas de données bancaires. Donc tout va bien. Moi, ça m'inquiète toujours quand je lis ça parce que c'est une façon, malheureusement, pas de mentir, mais d'adoucir un petit peu une problématique qui est loin d'être négligeable, la fuite de données. Alors, la fuite de données, on va en parler là maintenant. Je vais vous montrer des exemples très concrets. Alors, des concrets et surtout corrigés. Donc, je vois des gens dire, ah, mais c'est quoi, il y a des données personnelles là-haut? Non, non, tout ça est non pas fictif, mais tout ça a été corrigé et heureusement. Alors, je vous explique pourquoi ça. Le pirate A, vous avez vu, il a un beau sourire, il lui manque quelques dents, mais il est là. Eh bien, il va exfiltrer des informations d'une association, d'une entreprise, d'un particulier. Et dedans, il trouve des adresses électroniques, des adresses de professionnels et des adresses personnelles. Alors, que va-t-il faire de tout ça? Du phishing, de l'hameçonnage? Pourquoi pas? Il va tenter d'escroquer les gens? Ok, ça pourrait être une possibilité, mais il se dit non, moi, je peux avoir des clients, hein. Je vous rappelle ce fameux marketing de la malveillance où on a clairement des populations eh bien, qui veulent faire de l'argent avec nos données, avec nos vies numériques, qui sont aujourd'hui nos vies personnelles, soyons très clairs. Alors le pirate A va revendre les bases de données professionnelles à un pirate B. Alors ces bases de données d'adresses professionnelles, c'est quoi? Il s'en moque des AOL, des Hotmail, Gmail, Orange, Wanadoo, Free, SFR, bref, Euh, non. Damien, Oui, est-ce que tu oui. veux partager ton écran aussi? Ah, ça pourrait être bien, non? Qu'en pensez-vous? Je me suis dit, tu fais encore l'introduction. Ah, ouais, ouais, non, non. Je me suis dit, vous alliez fermer vos yeux et imaginer. Non, 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 tu as complètement raison. On rembobine, vous n'avez rien vu. Bienvenue dans un bug. Donc, donc comme je vous le disais, bon, alors là, je vais passer plus rapidement, mais mon pirate sans dents, oui, alors là, j'imagine dans votre tête en me disant, mais de qui il parle? On voit rien, effectivement. Mon pirate, là, ici, eh bien, il va exfiltrer des données et qu'il va donc revendre à mon pirate B. Mon pirate B, on y vient, il ne s'intéresse qu'aux entreprises. Il ne s'intéresse pas à des boîtes mail, on va dire, généralistes. Il y en a d'autres qui vont s'en intéresser. Mais lui, mon pirate B, ne veut que du professionnel. À ce professionnel, d'abord, va lui permettre de revendre son tri. Vous voyez, on a déjà 2 pirates qui ont trié des informations. Et mon pirate B, eh bien, il a des clients C, D et E. Ça veut dire qu'avec une simple, pardon du terme, fuite de données, on a déjà 5 types de pirates informatiques. Alors pour le moment, on va regarder C et D. Alors C et D, ils vont prendre les informations. Tiens, Damien, Zataz, avec son mot de passe qui permet d'aller sur Netflix, Hulu, peu importe.
eh bien, on va créer des boutiques et dans lesquelles on va vendre Damien et ses accès à Microsoft, voilà, etc., etc. Et ça, ils le vendent. Là, les quatre petits exemples que je vous montre, c'est une boutique dans laquelle un pirate informatique vend mes accès pour 6 dollars. Donc, vous avez 5 pirates qui commencent à se faire de l'argent simplement avec des petites données. Alors, ces pirates CED revendent à des Black Notes. Des Black Notes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Black Notes. C'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est l'internaute comme vous et moi, c'est votre voisin, votre collègue, l'inconnu dans la rue, celui qui s'intéresse à ne pas vouloir payer le cinéma, mais par contre, il a un petit boîtier sur sa télé qui lui permet de recevoir toutes les chaînes de la planète. Et donc, du coup, il a besoin d'un mot de passe Netflix, Disney, que sais-je encore. Eh bien, ces Black Notes, ils achètent. Donc, déjà, eux fournissent de l'argent à des pirates informatiques qui ont compris que la donnée peut leur rapporter énormément d'argent. Imaginez, Damien, il est par exemple chez Netflix UHD, il est chez Ulule, il est, je sais pas, chez CBS Sport, avec le même mail et le même mot de passe. Ben, ça fait 3 fois 15, ça fait 3 fois 5 dollars déjà, 3 fois 6 même. Ça fait déjà 18 dollars pour avec rien. Et en plus, ce sont des données professionnelles. Souvenez-vous de ça. Ces données professionnelles qui vont intéresser mon pirate E. Ah, on l'avait oublié, le pirate E. Il était parti dans son coin. Lui, le pirate E n'a pas pour mission d'être présent, bruyant, voilà, avec des blogs qui disent venez acheter chez moi. Non, lui, comme l'a montré York, il va d'abord regarder par où il va pouvoir rentrer. Une fois qu'il a pu rentrer, il va regarder ce qu'il va pouvoir visiter. Une fois qu'il a vu et qu'il a visité, il va regarder ce qu'il va pouvoir voler ou bloquer. C'est un peu comme si vous étiez dans votre maison, qu'un voleur rentrait chez vous. Il volait rien, il changeait toutes les serrures de tous vos meubles, de votre voiture, de votre maison. Et il vous dit, maintenant tu me payes et je te donne les clés. On est exactement dans la même ambiance, sauf que là, c'est l'exemple de Logbit qu'on a vu il y a quelques instants. Il est en Russie, mais il y a plein d'autres pirates qui sont en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, et ils attaquent peut-être des gens qui sont aux antipodes eh bien, de leur regard d'humain. Et donc, du coup, eh oui, le pirate, eux, là je prends Logbit, mais des vrais professionnels, ils vont faire du ransomware, ils vont faire de la fraude au faux virement. Alors juste pour rappel, hein, ce qu'on appelle le faux vie, c'est la fraude au président, c'est faire l'attaque de l'homme du milieu. Vous êtes vous l'entreprise et moi je suis votre client. Eh bien ils vont se mettre entre nous deux pour changer l'IBAN par exemple, le RIB en tout cas, ce qui va permettre de payer. Et pendant ce temps-là, les sous, vous l'aurez bien compris, vont partir dans la poche des malveillants. Et ce que je vous montre là n'est clairement pas un fantasme, n'est clairement pas une élucubration d'un chercheur, d'un journaliste ou de je ne sais trop qui. Non, il y a eu un cas très concret. J'en ai plein de cas concrets, hein. Je vais malheureusement être très honnête avec vous. Mais là, je vais vous parler d'un cas très concret qui a touché la France il y a quelques mois. On avait un groupe de pirates informatiques, rançonneurs, qui s'appelait Industrial Spy. Bon, les espions de l'industrie, ok. Oh, on n'en entend plus du tout parler d'eux, hein. Et on entend très très peu parler de leurs actions parce que comme ils ont disparu ou ils ont changé de nom, on a oublié tout ça. Mais Industrial Spy, un exemple très concret, attaque au mois d'avril, il y a quasiment 2 ans jour pour jour, un hôpital, un centre hospitalier, eh bien, du Grand Est de la France. Ils veulent énormément d'informations et ils demandent quand même 1,3 million de dollars. Alors, les établissements de santé publics français ont de l'argent, mais pas tant que ça. Ils doivent faire travailler leurs employés, et ils doivent apporter un soin, ils doivent répondre aux habitants. Ils sont là pour avoir un vrai service public. Donc ils n'ont clairement pas 1,3 million de dollars qui traînent dans les poches, comme une clinique ou un hôpital privé, comme on a pu le voir aux États-Unis ou en Asie. Un exemple très concret, en Thaïlande, on a quand même une galerie marchande du côté de Pattaya, dans lequel vous trouviez des gens qui jouaient du bistouri pour vous remettre votre visage en canard, hein, j'appelle pas ça en jeunesse, mais en canard, qui se sont tous fait rançonner. Ah, eux ont eu les moyens de payer. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'ils ont payé que leurs informations sont pas dans les poches des pirates. Là, ce que vous voyez à droite, eh bien, c'était la page de Industrial Spy qui disait, bah voilà, on a volé des RIB, des passeports, des analyses, des données personnelles. S'ils ne nous payent pas, s'ils ne versent pas 1,3 million de dollars, eh bien, vous verrez ce qui va vous arriver. Et que s'est-il passé? Ils ont créé un moteur de recherche dans lequel il suffisait de taper, par exemple, mon nom, si j'avais été soigné dans cet établissement de santé, et pour 4 dollars, vous pouviez acquérir n'importe quel document sensible, personal data, de personnes. Elle est là la problématique. C'est qu'il y a tout ce qu'on nous raconte, et il y a tout ce qu'on peut penser savoir, et tout ce qu'on ne sait pas. Ce que je dis tout le temps, moi, c'est que je ne crains pas ce que je sais aujourd'hui, je crains plutôt ce que je vais apprendre dans 6 mois
ou dans 3 ans, parce qu'il sera clairement trop tard. On prend l'exemple des différentes fuites de données ces derniers temps, qui ne datent pas d'hier, et pourtant les pirates informatiques, un jour ou l'autre, décident de les sortir, soit gratuitement, sous forme d'échantillons, et ça c'est un vrai problème, soit en les revendant. Le dernier cas très récent, hein, le Bwetch Forums, qui a été saisi et arrêté, en tout cas Baphomet, son fondateur, a été arrêté par le FBI. Bwetch Forum et le compte Telegram ont été saisis, mais ça brassait, alors que pour moi, Bwitch Forum n'était que un petit grain de sable dans cet univers. Eux-mêmes, le sommet de l'iceberg, mon fameux iceberg, où au sommet, il est trop tard, c'est plutôt ce qui est en dessous qui m'inquiète. Et donc voilà, les données volées par des rançonneurs peuvent finir dans les mains de gens bien, mais normalement ça n'a pas à être dans ses mains, même là, mais surtout des gens moins bien, hein, ces fameux que j'appelle moi les pirates sensus. Et ces pirates sensus, les données qu'ils vont acheter 4 euros ou 4 dollars, s'ils ont affaire à un grand chef d'entreprise, s'ils ont affaire à des spécialistes de la cybersécurité, à un responsable communication et que j'ai toutes ces informations sur lui, eh bien là, ils vont entamer du social engineering. L'attaque du cerveau, c'est ma spécialisation. Je fais des concours comme là, par exemple au mois de novembre à Québec, où j'ai fini deuxième dans un concours de social engineering. Les pirates informatiques font exactement pareil. Et si en plus, ils sont nourris, comme je vous le montre là, de données qui n'ont rien à faire sur le web, qui n'ont strictement rien à faire dans les poches autres que de l'hôpital, d'un médecin et du patient, mais c'est pareil pour un avocat, c'est pareil pour un comptable, etc., etc. Bon, bah c'est simple, hein. L'enfer est clairement prêt à vous tomber sur la tête. York, je te passe la main. Oui, merci Damien, c'est super intéressant. J'adore. Moi, j'adore cette idée que voilà, tu chattes avec les pirates. Voilà, ça me venait à l'esprit. On peut peut-être créer un groupe chat sur Telegram, non? Moi, je veux participer aussi. Comment Voilà, bon, dire? la Moi, prochaine fois. Moi, je pense surtout à ta santé électronique, informatique, à ton entreprise familiale. Ça se fait. Alors, il y a plein de gens qui le font, hein. Il y a plein de gens qui tombent dans des pièges parce que vous vous doutez bien que c'est pirate informatique. Et c'est l'un des gros problèmes, c'est qu'ils se professionnalisent. J'ai la chance de faire de l'enseignement dans des écoles, des universités, justement autour du hack de cerveau, hein. Les professionnels de l'informatique, c'est comme Ninja One, par exemple. Mais il y a aussi tout cet aspect de l'humain, hein, l'attaque de l'humain, on ne cesse de le dire, hein. On a vu plein de fois de gens qui nous disent ah, bah, les pirates informatiques s'intéressent entre ce qui est entre la chaise et le clavier, donc l'humain. Ah oui, le social engineering, l'attaque du cerveau est devenu l'outil, ça a toujours été, mais c'est vraiment devenu aujourd'hui l'outil indispensable. Sans ça, le pirate informatique va avoir du du mal à cyberattaquer, hein. N'oubliez pas son ratio, combien ça lui coûte et combien ça doit lui rapporter. Donc effectivement, c'est faire très attention. Et donc, il se professionnalise et on a plus en plus de ces pirates informatiques qui sont des sachants. Donc c'est des gens qui ont fait des études, qui sont socialement installés, stables, mais c'est moi je les appelle les Pablo Escobar 2.0, hein. On fait plus dans la cocaïne, on fait dans la donnée. Ouais. Bon, ça rapporte presque le même montant ou presque ou même plus, j'imagine. Ça peut Voilà, rapporter ok. plus, et en Ouais, justice, pour le moment, ça coûte beaucoup moins cher que d'être justement Pablo Escobar. ouais, ouais. Non, c'est sûr. Euh, super. Bon, bah, maintenant, on va faire un petit tour aussi dans technique, on va dire. Donc, je voulais juste vous montrer rapidement le slide. Donc, les gens qui connaissent déjà Ninja et l'ont déjà vu. Voilà. Bon, Ninja, c'est une plateforme de gestion de parc, justement. Donc, la gestion des terminaux, c'est le cœur de notre solution. Et par exemple, bah, là, on parle des pirates informatiques. Bah, ils attaquent souvent les PME, les TPE, les ETI. Et très souvent, ils exploitent par exemple des vulnérabilités. Donc, la gestion des mises à jour, justement, est super important pour la cybersécurité. Et ça, justement, ça, c'est un des piliers principaux de notre solution, la gestion de correctifs. On fait aussi la gestion de correctifs des applications tierces. On peut déployer des logiciels avec Ninja. Donc, ça peut aussi servir de déploiement de mise à jour dans certains cas, si vous avez des applications un peu métiers pas très connues. Après, ça surveille
l'infrastructure, les postes, ça crée des alertes s'il y a des anomalies et ça peut, suite à des alertes, automatiquement exécuter des scripts, par exemple. Et les scripts sont également super pratiques quand on veut automatiser le déploiement des configurations qui sont importantes pour la cybersécurité, par exemple BitLocker et ce genre de choses. Il y a un accès à distance aussi, une sauvegarde de données, justement. Donc, la troisième sauvegarde dans le cloud, pour pas être dans les 57% que j'ai cités au début. Et notamment, et ça c'est le focus aujourd'hui, c'est l'intégration avec une solution EDR. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur Sentinel-One. Et bon, je te passe. Ah oui, voilà, j'ai oublié un petit peu, mais bon, après, Sentinel-One, c'est une solution qui est très complète aussi et qui a un petit peu la logique des ninjas. Donc, c'est une solution tout en un qui couvre bah, tous les aspects de la cybersécurité, donc prévention et contrôle, visibilité et contrôle de la surface d'attaque, XDR, rémédiation, etc. Voilà, bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je te passe la parole, Mustapha. Et bon, voilà, si vous avez des questions techniques après, bon, on commence par Mustapha parce que Mustapha doit quitter à 16 heures. Voilà, donc après, quand on fera les questions, on commence par Mustapha. Voilà. Merci beaucoup, York. Donc, merci aussi, Damien. Donc, je vais partager mon écran directement sur l'environnement Ninja One. Vous me dites si vous pouvez confirmer juste si mon partage est là. Parfait pour moi. Très bien. Donc, pour ceux qui connaissent pas donc Ninja One, voici devant vous le tableau de bord de Ninja. Bien sûr, c'est un outil multi-tenant, c'est-à-dire on peut voir plusieurs organisations euh, affichées en même temps, où on peut voir les KPI, on peut voir les indicateurs qui nous disent, qui, qui nous pointent sur qu'est-ce qui va pas sur notre parc informatique. Comme l'a mentionné York, à part donc la visibilité sur le patch management, donc la gestion des correctifs, que ce soit des logiciels tierces ou bien des systèmes d'exploitation, à part donc si on veut faire un backup ou bien du ticketing ou même donc consulter l'état de santé des machines, on a aussi l'input ou bien l'entrée de cybersécurité ou de l'information de protection de notre machine venant d'une solution intégrée EDR, de Endpoint Detection and Response, qui est donc l'objet d'aujourd'hui. On a parlé de Sentinel-One, bien sûr, donc on a une intégration bien créée sur notre tableau de bord avec le produit Sentinel-One pour la solution EDR. Donc, je vais commencer à montrer rapidement donc comment cette intégration est concrétisée sur notre tableau de bord. Donc, tout d'abord, comme toute autre intégration qu'on a sur le produit, on a juste à sélectionner notre produit depuis la liste des applications installées sur le tableau de bord. On a juste à faire la configuration des settings et après, on va faire un mapping entre qu'est-ce qu'on appelle organisation sur Ninja One et les sites sur Sentinel One. Sentinel One est aussi une plateforme multi-tenant où donc la nomenclature des organisations, c'est les sites. Donc, après avoir fait ce genre de mapping, on va directement aller sur les stratégies pour activer cette intégration. Donc, bien sûr, les stratégies sur Ninja One sont l'ensemble de conditions et l'ensemble donc, de setups qui sont nécessaires pour appliquer euh, sur l'ensemble de machines ou bien sur des groupes de machines, que ce soit groupés par organisation ou bien par emplacement, des conditions spécifiques pour le contrôle et pour l'automatisation. Donc, bien sûr, sur notre stratégie, on a autres conditions qui peuvent être valables pour donc le renforcement de la protection des machines, comme par exemple, on peut créer des alertes si on a donc une activation de BitLocker, ou bien si un BitLocker qui a été désactivé, ou bien si des conditions du pare-feu Windows a été désactivé, on peut créer toutes ces conditions-là et on peut en retour recevoir des notifications, des alertes qui vont pointer sur les endpoints concernés, sur les machines concernées ou bien les serveurs, bien évidemment. Aussi, on a les automatisations où on peut aussi euh, automatiser la désactivation des accès pour les équipements USB ou bien, par exemple, désactiver les ports ou même limiter les connexions outbound de quelques applications ou bien inbound, etc. Donc, c'est ce genre d'automatisation, bien sûr, euh, faisable à travers les automatisations de Ninja. Et bien sûr, venant sur les antivirus, nous allons sélectionner ensemble donc le Sentinel One. On a juste à confirmer
notre configuration. Et maintenant, en tapant le bouton Save, cette stratégie, maintenant, elle est capable de déployer donc l'agent Sentinel-1 sur toutes les machines, que ce soit serveur ou bien terminal, workstation, l'agent Sentinel-1 à partir de l'agent NinjaOne. Donc ça facilite déjà le déploiement de l'agent de l'antivirus sur l'ensemble des machines sur le parc informatique, mais aussi donc la deuxième partie, c'est la réception des informations concernant de la cybersécurité. Comment je pourrais voir, donc je pourrais directement aller sur les équipements qu'ils ont Sentinel-1 d'installer. J'ai une machine qui a détecté, par exemple, un certain type de malware. Bien sûr, cette information vient de Sentinel-1 directement. Je peux voir l'information, je peux consulter l'ensemble d'activités que Sentinel-1 a fait donc initié par Sentinel-1 sur cette machine, et je peux voir donc tout type d'activités relatives au scan ou bien donc d'installation, donc de scan d'agents ou bien même de scan full disk. Et ce genre d'information peut être en détail sur la plateforme Sentinel-1. Bien sûr, ici, avoir l'information, c'est bien, mais aussi pouvoir remédier à cette action est plus intéressante, c'est-à-dire je peux directement cliquer sur le thread et là, si je clique remédier thread, ça va me ramener directement sur la page de Sentinel-1, c'est exactement la page du thread où je peux avoir plus d'idées sur ce qui s'est passé, donc le statut de ce threat. Donc, on a parlé beaucoup de groupes de piratage. Bien sûr, maintenant, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et les robots Escobar. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir des attaques qui sont initiées totalement par des robots, bien sûr, pour se protéger contre ça, nous avons besoin de l'intelligence artificielle aussi pour la protection. Et c'est en fait la base du produit Sentinel-1. Ici, toutes les informations collectionnées et donc jugées ou décidées sont à partir de l'intelligence artificielle. On peut décider sur la classification du malware ou bien du ransomware. Alors, on peut rentrer en détail, on peut explorer donc l'état ou le statut, l'état des lieux de chaque type de threat détecté. On peut aussi faire une exploration donc pour avoir plus de visibilité sur l'ensemble de notre parc informatique. On peut lancer une query, donc une requête qui va détecter si il y avait une propagation de ce genre d'attaque ou bien de ce genre de threat sur d'autres machines, sur votre infrastructure. Donc, c'est-à-dire non seulement c'est la protection de l'endpoint, mais c'est tous les endpoints dans un environnement euh, collectif, c'est-à-dire on prend en considération l'ensemble de machines de votre parc et non seulement machine par machine. Bien sûr, une fois que je suis sur cette page-là, sur la page de threat, moi, je peux prendre l'action de mitigation. Bien sûr, je peux faire cela si, mais seulement si mon antivirus il est en mode detect only, c'est-à-dire c'est un mode manuel que j'ai configuré pour pouvoir montrer la réaction qu'on peut faire. Sinon, si notre antivirus il est marqué en tant que euh, protect, c'est-à-dire il va proactivement détecter et faire la réaction, donc il va le faire automatiquement. Il va décider que ce threat il va être résolu. Euh, il va le marquer en tant que true positif, donc vrai positif. Et bien sûr, sur les niveaux de sécurité, nous avons le kill, donc tuer tous les processus, mise en quarantaine, la rémédiation pour la suppression des fichiers système, donc relatif à ce threat, et aussi le rollback, qui est donc l'objet ou bien la solution totale pour les ransomware. Pour bien expliquer cela, donc je vais juste naviguer un tout petit peu le tableau de bord de Sentinel-1. Donc, c'est un tableau de bord euh, dynamique et donc proactive aussi, où on peut configurer selon des stratégies aussi les sites de Sentinel-1. Bien sûr, comme j'ai mentionné, nous avons des modes de protection, que ce soit le mode detect, c'est-à-dire seulement recevoir les alertes et ne pas donc prendre d'action à partir de l'antivirus, et le mode protect, c'est-à-dire c'est l'antivirus qui va prendre les décisions et bien sûr faire la médiation et la réponse contre tout type d'attaque détectée. Nous avons plusieurs moteurs de détection. Si on sort l'ensemble d'algorithmes machine learning, c'est pour faire plusieurs techniques de détection. Parce que bien sûr, donc nous allons pas euh, imaginer quel type d'attaque nous allons avoir. Pour le niveau de protection, bien sûr, donc le rollback, si on met le niveau sur le rollback, la machine, une fois affectée par un ransomware, elle va revenir instantanément sur un point
ou avant l'exécution de ce fichier malicieux, ou bien donc téléchargement, ou bien donc avant que cet événement critique n'est survenu sur la machine, et elle va le mettre en quarantaine, elle va prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger contre cette attaque dès le départ. Donc, même si on a commencé à avoir, donc, voir les fichiers en train de se crypter devant nos yeux, si vous avez Sentinel-One, soyez sûr que ça va donc, vous allez pouvoir revenir en arrière au point ou au moment avant le cryptage de ces données-là, et ça va pouvoir donc résoudre le problème. Bien sûr, Sentinel-One a fait preuve contre plusieurs types de ransomware et d'attaques. Bien sûr, la MitraAttack Framework, elle est pleine de techniques, et ce sont tous la contribution, ou bien la plupart sont aussi de la contribution de Sentinel-One, de l'équipe Sentinel-One, et donc surtout le EDR de Sentinel-One. Euh, à part ça, donc, bien sûr, on a le XDR, c'est le Extended Detection and Response. Et bien sûr, Sentinel-One, il couvre entièrement la partie XDR euh, pour cette partie. Je sais pas d'ailleurs si j'étais pas dépassé un tout petit peu mon temps, mais je reviens vers toi. Non, pas du tout, merci. Bon, c'était prévu comme ça, vu qu'on a Damien. Donc aujourd'hui, la partie démonstration technique est un peu plus courte, en fait. Donc là, la question, est-ce que... bon, il y a une première question. Différence entre XDR et EDR. Bon, voilà, bonne question. Bon, moi, je pense avoir la réponse, mais peut-être je te laisse, je te laisse répondre, Moustapha. C'est une très très bonne question en fait. De nos jours, plusieurs solutions d'antivirus, euh, ils sont tous d'accord, en accord sur le terme EDR, le Endpoint Detection and Response, c'est-à-dire là, ici on parle principalement de la détection, de l'analyse et de la réponse spécifique. Et après on parle de Extended Detection and Response, c'est-à-dire l'étendue de la détection de réponse. Pour certaines solutions, on parle de l'étendue sur le cloud, on parle d'utilisation de ressources sur le cloud, comme par exemple pour éviter de faire des tests sur un environnement local, on va faire des tests sur un sandbox analyzer sur le cloud pour pouvoir faire les manipulations nécessaires sur ce virus ou bien sur ce fichier qu'on a détecté qui est malicieux sans avoir aucun risque de propagation vers la machine ou bien notre network. D'autres utilisent donc le XDR pour l'ingestion des logs et l'ingestion des informations venant d'autres intégrations ou bien d'autres plateformes sur le cloud, d'autres SaaS. Bien sûr, on parle avec donc aussi de la sécurité des emails, la sécurité des environnements virtuels, la sécurité donc des identités aussi. On peut faire des intégrations pour pouvoir faire tout ça en même temps avoir et bon, utiliser les modules et les ressources de l'antivirus, le EDR, mais aussi pour d'autres solutions à travers des intégrations sur le cloud, sur l'étendue. Voilà, j'espère pouvoir répondre à votre question. Oui. Bon, merci, merci beaucoup, Mustapha. Voilà, il y a une question par rapport à IZ. Avec IZ, on n'a pas prévu une intégration du type comme avec Sentinel-One. Par contre, sur le site de support de IZ, on peut télécharger un plugin pour Ninja One. En gros, c'est un script PowerShell qu'on peut insérer dans la bibliothèque de scripts dans Ninja. Et ce script PowerShell permet de monitorer, de déployer, d'activer, désactiver, etc. IZ. Voilà, donc ça. Et pour l'instant, on reste sur ce mode de fonctionnement avec IZ. Euh, voilà. Après, bon, il y avait une question sur les chiffres. Donc là, je voulais combien de personnes. Donc là, j'avais regardé le rapport. Combien de personnes ont payé la rançon? En fait, donc là, il y a un diagramme assez intéressant. Donc, donc 44, donc c'est uniquement 24% en fait de tout le monde qui paye la rançon. Donc c'est pas tout le monde qui paye la somme entière. Donc 24% paye la rançon complète. 44% paye moins que la rançon demandée au départ. Et 31%, donc ça c'est dans le rapport de Sophos,
31% des personnes touchées par ransomware payent plus, en fait. Donc ça peut varier. Et donc, suite à Damien, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que, justement, même si c'est pas payé avec le vol de données, bon, ils arrivent quand même à se faire de la thune. Et C'est ça. donc, ça enlève pas la motivation. Donc, ils restent même s'ils restent motivés. Voilà. Donc, Ils sont très motivés, d'autant plus que moi j'ai un chiffre qui est interne au Veille Zataz, hein, voilà. Il faut savoir que j'ai des entreprises qui me contactent. Du 1er janvier à ce week-end, 8 entreprises sur 10 qui m'ont contacté souhaitaient payer. 8 entreprises sur 10 souhaitaient payer et hmm. m'ont contacté à savoir si je pouvais les aider. Moi, je vais être très honnête avec vous, je suis quelqu'un de très poli, donc je suis gentil, je dis simplement non. Si j'étais moins poli, je serais beaucoup plus agressif et beaucoup plus vulgaire. On ne paye pas des pirates informatiques comme on a pu vous le montrer, il est quand même dans tous les cas trop tard. Il est trop tard, ils sont rentrés dans la maison, dans la bergerie, ils ont mangé les agneaux, ils ont mangé tout le monde, ils ont même mangé l'agriculteur qui va avec. Donc on ne les paye pas, ça ne sert à rien. D'autant plus que cet argent va servir à clairement faire continuer fructifier leur business numérique, mais rien n'empêche de penser que derrière, il y a un business de mafia. On prend l'exemple très concret, la Chine, là, vient de juger des professionnels, alors on n'est pas si éloigné, ça reste du cybercrime, mais ils viennent de juger deux personnes qui vendaient des outils pour tricher dans les jeux vidéo. Ils faisaient partie d'une triade. Ils ont pris 2 ans de prison. Donc en plus, on juge maintenant des gens qui vendent des moyens de tricher dans les jeux vidéo. Mais les gens qui font du ransomware et autres, on ne les paye pas. Il est hors de question dans tous les cas. Les données, quand ils vous mettent main sur le cœur, je prends Logbit, mais tous, hein, vous inquiétez pas, si vous nous payez, on détruit. Si vous payez, on efface, on n'utilise plus. Les dernières opérations, dont l'opération Chronos, les autorités ont clairement retrouvé des données d'entreprises qui avaient payé dans les ordinateurs des pirates. Donc d'entrée de jeu, non, il en est hors de question. C'est clairement se faire donner le bâton pour se faire battre encore plus, très clairement. Et je vous dis, donc les 8 entreprises sur 10 souhaitaient avoir de l'aide pour payer. Donc ça veut dire que 8 sur 10 souhaitaient payer. Donc moi je dis non. Non, il est hors de question. Mais sur les 8, combien ont quand même continué à faire des démarches pour payer? Et sur ces 8, combien ont quand même payé parce que elles n'avaient pas de sauvegarde, elles n'avaient pas d'éducation et de formation à la cyber, elles n'avaient pas fait appel à des professionnels, elles s'étaient dit, oh, un budget cyber, ça va, ça sert à rien. Et puis des entreprises qui se disent, moi, je vais d'abord penser à mon business avant de voir l'histoire des pirates informatiques. De toute façon, ils sont qu'en Chine ou en Corée du Nord. Non, 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 ils peuvent être aussi sous vos fauteuils. Ouais, non, c'est clair. Oui, tout à fait. Il faut pas collaborer avec les terroristes. Il faut pas payer les rançons. Mais voilà, c'est facilement dit comme ça. Mais Ouais. je pense les entreprises qui sont dans cette situation, surtout si elles n'étaient pas préparées à ce cas de figure, bon, J'ai ça un fait exemple très très mal. concret. Ouais. Je me permets de te couper, York. J'ai un exemple très très concret. Dans voilà, une société qui fait dans l'immobilier, ils ont plusieurs agences immobilières hein, pour louer ou acheter des maisons, des appartements, etc. Ils se sont fait cyberattaquer. Ils avaient tout perdu. Plus de fichiers clients, Ouais. plus de fichiers location, plus de fichiers des appartements qu'ils avaient en gestion. Ils ont failli fermer. Ils ont juste, entre guillemets, fermé tous les bureaux pendant 10 jours et ils ont tout recopié à la main. Mais c'est parce que, heureusement, ils avaient des dossiers à portée de main, justement. Mais n'oubliez pas qu'il y a certains groupes de pirates, et pas que dans le ransomware, s'ils ont la chance, pardon du terme, de tomber en plus sur les backups, les sauvegardes, ouais, c'est l'enfer qui tombe, hein. Ouais, ouais. Non, clairement. Euh, donc là, dans l'intérêt du temps, donc je propose Morgane qu'on fait la roue de la fortune maintenant Le et cadeau, le cadeau, le le cadeau. cadeau. Voilà, tout le monde qui a été sage, bah maintenant c'est l'heure du cadeau. Je rigole. Attends, je vais te partager peut-être l'écran ou non, c'est plutôt toi qui a besoin de partager son écran, non? Morgane, bon, je te laisse gérer. Ouais, ouais, peut-être juste avant la roue de la fortune, justement, ouais, on avait cette petite slide sur si vous voulez aller plus loin. Donc là, on a parlé un peu d'intégration des XDR. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code pour avoir une démo complète de Ninja One. Vous aurez un entretien directement personnalisé avec un de nos experts
euh, comme Mustapha. Et en plus, si vous le faites avant, on aime bien jouer chez Ninja One. Si vous le faites avant la fin du mois, vous allez entrer dans les tirages au sort pour gagner un des cadeaux que vous voyez sur la droite. Ce Je pense que petit c'est barbecue. le petit barbecue Weber, justement, qui énonce bien l'été. Et rapidement aussi sur la slide suivante, Oui, York, si tu peux la passer. On a déjà notre prochain webinaire de prévu. Alors, ça se passera le 25 juin. On n'est pas encore autorisé à vous partager le sujet, mais si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, je suis sûr que le prochain vous intéressera aussi. Je vais partager le lien dans le chat si vous voulez déjà vous enregistrer. Le sujet du coup sera annoncé très très prochainement. Pour l'instant, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas encore vous le partager. Alors, je vais partager mon écran. Tac. oui, Et je vais vous laisser me confirmer que vous le voyez bien. tout à fait. Est-ce que- Je vois la roue. Jolie roue. Super. Alors, hop, comme je l'avais dit, là, j'ai inscrit toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire dans cette grande roue et je vais la faire tourner jusqu'à ce qu'on trouve des personnes qui sont encore sur le live qui remporteront 100 euros. Hop, c'est parti pour le premier lancé. Il faut rester quand même, hein. Donc je vois qu'il y a déjà des. Je comprends que vous Ah. avez peut-être d'autres réunions, mais c'est pour gagner le prix, il faut être présent lors. Mathieu Portier. Est-ce que Mathieu Portier est là? Je vois qu'il est présent sur le live. Du coup, félicitations Mathieu. Vous allez Voilà, recevoir nickel. un email dans les prochains jours avec du coup la petite carte de 100 euros. Hop, et pour le deuxième lancer, alors je suis désolé si j'écorche des noms. Euh, on va voir qui aura la chance de gagner le deuxième lancer. Et ce sera Stéphanie David. Est-ce que Stéphanie est avec nous? Je regarde dans le chat. Non, malheureusement, Stéphanie n'est pas avec nous. Du coup, je vais relancer tout de suite. Je suis désolé, Stéphanie. Ouais, parfois il faut tourner plusieurs fois parce que pas tout le monde qui s'inscrit vient aussi. Ça, Voilà, Ludovic Marchand, je regarde. Ludovic Marchand est bien avec nous. Du coup, félicitations, Ludovic. Bravo. Et félicitations aussi à Mathieu. super. Hop là. Bon, donc je vois qu'il y a encore du monde. Donc, est-ce Et qu'il y une a encore question, j'ai vu des, aussi. Je sais il y pas a si tu as encore vu. quelques questions? Oui, Karim a posé une Oui, question. par rapport à l'intelligence artificielle. Bon, Moustapha, tu es encore là? Si tu as encore une minute, 2 minutes. Bon, je pense que ça, c'est une question pour toi. C'est oui, donc l'intelligence artificielle existe bien sûr, et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on est qu'on a la possibilité de faire donc de décider sur le type de réponse pour quel type d'attaque, et donc faire les analyses et faire les moyens de détection, donc de faire la distinction entre tout ce qui est malicieux, tout ce qui est juste suspect. Euh, L'intelligence artificielle, elle est la clé maintenant. Aujourd'hui, on a l'AI est générative partout, et ça va être un sujet très intéressant pour voir l'évolution de cyberattaques en utilisant l'intelligence artificielle. Mais pour nos jours, heureusement qu'on n'a pas détecté jusqu'à maintenant quelque chose que nos solutions d'antivirus ne peut pas arrêter, ne peut pas détecter, et donc trouver solution. Bien sûr, la prévention, c'est la meilleure chose. Euh, et après, donc si jamais on a été bypass, donc malheureusement, et c'est un peu trop tard, mais on fait ce qu'on peut avec. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a encore une autre question, peut-être pour Damien? Voilà, parce que on n'a pas Damien tous les jours avec nous. Euh, Par contre, j'aimerais bien, hein, franchement, c'était un grand plaisir, Damien. Euh, Voilà, Alors, Damien, sinon tu vous es avez, muté. ouais, tu es en mute, Damien. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, pour la petite histoire, c'est que j'ai un micro
Voilà, bref, avec mon grand menton, ça a cliqué dessus. Oui, non, je répondais à une personne qui, sur le chat, parlait justement comment les spécialistes de la cybersécurité agissaient face au ransomware. Dernièrement, là, dans la région de Lille, dans les Hauts-de-France, on a eu un énorme entraînement. Parce qu'en fait, face à une cyberattaque, il faut clairement s'entraîner en amont. Il faut clairement comprendre qui contacter, comment agir, comment réagir. Et donc, du coup, tout ça permet d'être le plus effectif et le plus efficace possible. Alors, on a des cas dramatiques hein, où ça court dans tous les sens, ça coupe tout et ça efface même certains fichiers texte ou fichiers tout court permettant de retrouver potentiellement la signature du pirate. Voilà, enfin moi en tout cas, je dis tout le temps, l'éducation, la formation est indispensable. Moi, peut-être j'ai une petite question pour toi, Damien, parce que Mhm, ça m'intéresse. Bon, dans ce rapport-là que j'avais lu sur le ransomware, moi j'étais quand même étonné que il y a 57% où les attaquants arrivent à compromettre la sauvegarde. Bon, mhm. on connaît tous cette fameuse règle 3-2-1 en ce qui concerne la sauvegarde. Euh, Est-ce que, selon ton expérience, est-ce que 57%, ça me paraissait beaucoup? Est-ce que ça correspond à ton expérience aussi, que les gens, en cas d'incident, ils n'arrivent pas à récupérer les données? Ah, ce qui est complètement fou, c'est que déjà, il y a encore aujourd'hui, au moment où on en parle, il y a énormément de gens qui ne font pas du tout de sauvegarde. Alors, je parle même pas de la sauvegarde 3-2-1, hein. Je parle vraiment de sauvegarde tout court. J'ai des gens qui font des sauvegardes et qui se disent, mais attendez, j'ai été cyberattaqué, alors on m'a volé des données, on m'a pris en otage. Mais je comprends pas, hein. Ils ont même réussi à attaquer mon backup, ma sauvegarde. Et puis on se rend compte qu'en fait le backup était resté accroché à l'ordinateur parce que, on en parlait tout à l'heure avec les PME, PMI, ils n'ont pas obligatoirement les moyens ou de compréhension déjà intellectuelle de se dire, mais attendez, moi on m'a dit qu'il y avait ça à côté de mon ordinateur, tout allait bien. Ben ouais, les pirates informatiques, vous savez, c'est pour ceux qui connaissent la référence, c'est du Arsène Lupin. Il est dans une maison, il est dans une entreprise, il va tout fouiller, le moindre meuble, le moindre petit compartiment numérique. Et si en plus il sait qu'il va pouvoir mettre la main sur les sauvegardes, il va chiffrer tout le monde. Il va tout chiffrer. Et donc là, en plus, ça lui fait un levier supplémentaire parce que là, il va aller Mhm. voir l'entreprise qui a été impactée. Alors, soit il va lui faxer comme quoi il faut payer une rançon, soit il va carrément l'appeler, soit ça va s'afficher sur tous les ordinateurs. Et puis là, il va dire, vous avez vu, en plus, on a vos backups. Parce que certains groupes de pirates informatiques, dont Logbit, sont des petits vicieux. Ils ont un compte à rebours. Et puis ils vous disent, vous me payez 1 million de dollars et on détruit les fichiers. Mais si vous nous donnez 1 million de dollars, en plus, vous allez pouvoir les récupérer. Et si vous ne nous payez pas, eh bien chaque jour, ça sera 100 000 dollars, par exemple, de plus. Et donc, du coup, ils font clairement les chiffonniers, hein. Ils font, comme on dit en France, le marché aux puces, hein. Ils vont baisser les prix. Il faut savoir que chez les pirates informatiques, le Black Friday, ça existe aussi. On a vu des soldes. Il y a des soldes. Ils font baisser les coûts, ils font baisser les prix. Juste pour dire, oh, regardez, on n'est pas si méchant que ça, on veut vous aider. Ah, la problématique est complètement folle. Un exemple très concret, tout à l'heure, je vous parlais de Wait Forum. À Noël, ils ont quand même fait une semaine de promo où ils ont offert gratuitement des bases de données juste pour se faire connaître. Marketing de la malveillance. Ouais, je trouve ça hallucinant que voilà, il y a genre du Black Friday, comme tu disais aussi, où voilà, des promos de vente, etc. C'est Ça, c'est ça. quand même assez hallucinant. Euh, d'accord, ok. Enfin, j'en ai pas parlé, mais un exemple, Logbit, pour vous donner l'état d'esprit de ce groupe et du chef, ils ont fait des concours de poésie. Ils ont fait des concours de tatouage. Ils versaient de l'argent aux gens qui tatouaient la marque Logbit sur leur peau. Euh, des fous. Voilà, parlez de moi. L'important, c'est qu'on parle de moi. Parlez de bien ou en mal, parlez de moi. C'est fou. Ouais. Il y a encore une question là dans le chat par rapport à la sauvegarde externalisée. Bon, après, je pense qu'il y a pas de sauvegarde sans risque, mais je pense qu'une sauvegarde supplémentaire dans le cloud peut quand même être extrêmement utile parce que voilà, comme Damien a dit, et moi aussi j'ai vu ça déjà dans plusieurs analyses et tout ça, je pense les attaquants, je crois une fois qu'ils sont entrés dans le réseau, là, c'est la première chose qu'ils font, non? Ils vont chercher les sauvegardes, non? Ou c'est carrément une Tout. des premières choses, non?
Mettez-vous dans votre tête que le pirate informatique, c'est comme le pickpocket. Vous avez votre portefeuille. Dans votre portefeuille, enlevez la carte bancaire et la pièce ou le billet. Tout ce que vous avez dans votre portefeuille va intéresser le pirate informatique. Donc c'est exactement pareil quand il rentre dans votre machine. Bon, les données bancaires, soit, il y a de plus en plus de protection quand même, qu'on le veuille ou non, du côté bancaire. Mais s'il peut tomber sur vos mails, vos mots de passe, s'il peut tomber sur vos cartes de visite, s'il peut tomber sur vos partenaires professionnels ou personnels, s'il peut tomber sur vos données de santé, s'il peut vous donner même tomber sur vos données d'architecte. Il y a plein de métiers, il y a plein de professions où ils se disent, mais pourquoi moi, un pirate informatique va m'attaquer? Un exemple très concret. Pourquoi les pirates vont attaquer un architecte? Eh bien, un architecte a des plans d'entreprise. Où sont les serveurs de l'entreprise que l'architecte a dessiné? Il a peut-être dessiné des prisons. Voilà, il y a plein d'éléments. Il était beau mon sourire, hein, mais il y a plein d'éléments de fuite de données. Dites-vous une seule chose. Tout s'achète et tout se vend chez les pirates informatiques. C'est ce qui me fait le craindre le plus, c'est que il y a même des choses complètement folles. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin de mes photos de vacances? Eh ben, moi, en tant que journaliste, une photo, une vidéo, c'est des arrière-plans. C'est la situation géographique, c'est l'heure, le jour, ma situation physique. Il y a plein d'éléments. Le hack du cerveau peut commencer par une simple photo. Et comme l'expliquait Mustapha, l'intelligence artificielle, c'est Noël aujourd'hui, hein. Alors, génial pour Ninja One, c'est génial pour votre cybersécurité. Croyez-moi, en hack de cerveau, moi, il y a très longtemps que j'utilise Google Images. Si je prenais que cet exemple-là de retrouver votre tête grâce à un moteur de recherche. Alors aujourd'hui, avec les intelligences artificielles qui pullulent gratuitement ou alors pour quelques dollars, regardez un exemple très concret, j'ai oublié le nom de cette entreprise, dans lequel vous mettez votre photo et il vous sort partout où vous êtes. Et ça, c'est un outil que la NSA et James Bond avaient peut-être depuis 10 ans, 20 ans, on n'en sait rien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est accessible à vous et moi pour 30 dollars. Hmm, hmm. Ouais, non. Après, je voulais là, j'ai posté le lien dans le chat, Ah, par chouette. rapport à la question de sauvegarde. Donc, on a eu une épisode assez intéressante l'année dernière. C'était une TPE ou une PME plutôt avec 50 employés. Aux États-Unis. Donc là, on a fait une vidéo avec eux. On en est fiers parce que c'est une belle histoire. Mais justement, cette boîte, c'est un producteur de détails pour les hélicoptères ou quelque chose comme ça. Et ils se sont fait attaquer par un ransomware. Et les attaquants, ils avaient deux backups. Donc ils suivaient la règle 2-3. 3-2, mais pas le 1. Non, le 1, justement, avec Ninja. Mais donc, ils avaient une backup sur un serveur dans leur réseau et un deuxième backup sur un NAS. Et l'attaquant avait compromis les deux backups. Et après, c'était avec le backup cloud de Ninja où on pouvait récupérer ou rétablir les systèmes. Donc ça, c'était une belle histoire comme ça. Voilà, une dernière question peut-être pour toi. Ça m'intéresse personnellement aussi. Bon, on en a discuté, Damien, ce groupe de hackers Conti. Donc ça, j'avais lu le rapport aussi. Il y avait une fuite de données où donc ça parlait des instructions pour les pirates, Mhm. comment il faut Mode procéder. d'emploi? Ouais. Ouais, exactement, un mode d'emploi, comment il faut procéder et tout ça. Par exemple, dans ces instructions, il disait il faut pas trop toucher le domain controller parce que il est très bien contrôlé, donc pour pas se faire repérer. Mais ça m'intéresse. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as été témoin dans une situation où justement il y avait des pirates dans le réseau et la boîte arrivait à les trouver avant qu'ils arrivaient à crypter ou genre, comment on dit ça, Chiffré? donc En tout cas, prendre en attraper, otage. ouais, attraper le criminel lors de, lors de son crime. Voilà. Est-ce que tu as eu des situations comme ça? Donc les gens qui Oh, étaient les pirates dans le réseau et bon, avec un outil ou je sais pas quoi, ou quelqu'un les a détectés. heureusement. Ouais, Heureusement qu'ils ne sont pas si forts qu'on pourrait le penser. Un ouais, pirate informatique, c'est terrible, mais il a besoin d'avoir une chance une seule fois. Et le ouais. problème, c'est que cette chance,
voilà, cette porte d'accès possible à un moment présent peut lui permettre de faire les pires des horreurs numériques. Mais heureusement qu'il y a des professionnels, d'abord en veille, en cyberintelligence, et puis après en interne au sein de l'entreprise, et puis nos autorités aussi. Regarder comment se promène un pirate informatique, ou en tout cas ses outils, permettent de comprendre comment il fonctionne, de réfléchir comme lui. Le meilleur moyen de combattre un pirate, c'est de réfléchir comme lui. C'est pas de devenir comme lui, Mhm. hein, c'est de réfléchir comme lui. Et donc, du coup, voir comment il va se balader, combien de temps il va mettre, quels sont les outils qu'il va utiliser. Ça permet Mhm. aussi potentiellement de voir s'il va pas faire une erreur. Le nombre de pirates informatiques, pas obligatoirement bons, parce que ça n'existe pas des pirates informatiques bons, comme des hackers éthiques bons, ça n'existe pas. Voilà, non. Mais le pirate informatique, bon, ça n'existe pas, ça c'est sûr. Et il y en a plein qui font des erreurs. Oh, ils sont là avec leur VPN, avec leur proxy, avec des machines qu'ils ont infiltrées pour faire des attaques par rebond. Sauf que les derniers cas que j'ai pu voir, les gars étaient très contents d'avoir des VPN. Ah, sauf qu'ils ont oublié les micro-coupures. Et la Mhm. micro-coupure permet de laisser une petite trace, voire une grosse trace. Et puis après, bah, c'est le jeu du chat et de la souris, hein. Vous avez une grosse pelote de laine, et puis vous tirez les ficelles. Bon, bah, ça peut être très long, ça peut être très 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 long. Mais les regarder agir, moi, ça fait partie de mon travail. Les regarder, comme je dis tout le temps, c'est regarder au-dessus de leur épaule, eh bien, permet de s'assurer que quand ils vont vouloir m'attaquer, ils vont pas y mettre tout le corps, hein. Donc comme ça, on est sûr de tenter de pouvoir s'en protéger. Donc oui, 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 heureusement, heureusement. Sauf Oui, que on se rend compte que des pirates informatiques, il y en a malheureusement, il y en a un sacré paquet quand même, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tu connais aussi, bon, tu connais des histoires de succès où on va dire, je sais pas, un SOC ou détecter quelqu'un vraiment dans le réseau en live, voilà, comme il était en train de faire du lateral movement, etc. Bon, ça c'est cool, ça fait plaisir, c'est Oui, génial. heureusement, bah, j'imagine, enfin j'imagine pour l'avoir vu aussi, mais j'imagine donc les dames et les hommes devant leurs écrans, dans leur soc, et se dire, oh lui, toi on t'a repéré, on va pas te lâcher. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça qui est intéressant. Il y a l'équipe, une partie de l'équipe qui va s'intéresser à comprendre comment il est rentré, l'autre partie de l'équipe qui va regarder comment il fait, et la troisième partie de l'équipe qui va protéger son client. Mais si déjà il repère ça, c'est que le client déjà il peut respirer un petit peu. Parce qu'une porte d'entrée, malheureusement, il y en aura toujours une. Oh, l'important, c'est que ça l'envoie dans un bac à sable. Mais le vrai bac à sable, vous pouvez pas faire des petits châteaux de sable sans embêter le monde. ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est vrai qu'on n'en parle jamais des réussites de détection, on parle toujours des accidents. Ça Ben, le serait pro- peut-être, il faudrait inviter quelqu'un qui parle des Mais t'as réussites. raison, hein. T'as raison, mais le problème, c'est que la compréhension aussi, l'éducation, là c'est intéressant, il y a Thibaut qui parle des anglicismes informatiques, etc. Mais justement, en cybersécurité, quelqu'un qui va expliquer, oh, on a réussi à l'arrêter, ça veut dire qu'il est quand même rentré. Moi, Ouais. si je vois de l'eau qui fuit d'un de mes tuyaux dans ma salle de bain, j'ai réussi à boucher la fuite. Il va falloir que j'explique à ma femme qu'il y a quand même eu une fuite en amont et que la cuisine ou la salle de bain est ravagée. Mais j'ai bouché la fuite. C'est très compliqué. Moi, ça fait plus de 30 ans hein, que je travaille, que j'ai écrit sur le sujet. Très compliqué de faire passer le message. Très compliqué de dire il y a de sublissimes réussites et heureusement, il y en a tous les jours des réussites. On va plus Oui. facilement, malheureusement, mettre en avant grâce ou à cause du marketing de la malveillance des pirates, parce qu'ils en communiquent. Et ils communiquent de plus en plus sur le sujet, ces pirates, hein. Je vais être très Ouais. honnête avec vous. Pour moi, ça fait 30 ans que je vois autant de cyberattaques et de fuites. Sauf qu'aujourd'hui, alors je me marre toujours avec ça, je rigole toujours avec ça, c'est qu'il y a 30 ans, on me disait que je faisais de la science-fiction. Il y a 20 ans, on me disait que j'exagérais, et depuis 10 ans, on me dit, ah ouais, quand même, ça existe vraiment. Sauf qu'aujourd'hui, on a un énorme problème, c'est que les pirates communiquent, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, bien Les sûr. réseaux Ouais. sociaux, Telegram, IRC pour ceux qui connaissent encore, Discord, le dark web, c'est devenu des panneaux publicitaires, les gars, hein. Ils font des pubs, même des fois, ou des sites web. Je prends l'exemple, là, à New York, là, il y a 2 jours, a été arrêté le chef, en tout cas l'instigateur d'un black market qui s'appelait Incognito Market. Vous regardez son Black Market, il est phénoménal. Graphiquement, c'est beau, c'est rapide. Il a mis des outils de sécurité pour ses clients et autres bah, qui étaient pas négligeables, en tout cas que j'avais pas vu, en tout cas dans des vraies boutiques. Bon, Mhm. sauf que lui s'est fait arrêter, tant mieux. Et puis surtout, il avait tenté d'arnaquer ses clients au mois de mars en disant, bon, bah, maintenant que j'ai vos noms, vous me payez sinon je diffuse. Bon, bah, c'est lui qui est en prison, hein. Mais très certainement ses clients aussi, hein.
Ouais, ouais. Super. Bon, bah, Morgane, je te laisse peut-être pour un dernier mot. Et Ouais, bah franchement, la conversation pourrait se poursuivre encore pendant des heures. Un peu. Merci encore clairement. à toi, Damien, d'être venu Merci. pour la première fois dans un webinaire Ninja One. Je vous repartage encore le lien pour le suivant qui aura lieu 25 juin. Si vous avez apprécié celui-ci, bah, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le suivant. York, merci aussi. Merci à toutes et tous pour vos questions. Et du coup, bah, si on va vous envoyer le lien du replay dans les prochains jours. Donc, si vous avez loupé le début ou si ces sujets vous passionnent, que vous voulez revoir le live, vous pourrez. Ça sera également publié sur YouTube, sur notre chaîne. Donc voilà, je vais vous libérer. Merci encore à toutes et tous. Merci Damien, merci York et merci Merci Mustapha York, qui, merci qui a dû Morgane et Mustapha qui partir, travaille là. Oui. Hein. Ouais. qui a dû repartir Merci, Damien. Merci, aider Morgane. notre client. Bonne À fin de bientôt journée à à toutes toutes et et tous. Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.